votre grand journal du soir sur Europe 1. Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité a été ministre de l'économie et des finances Thierry Breton, qui est l'actuel PDG d'Atos, le leader mondial en informatique et dans la transformation digitale. Bonsoir Thierry Breton. Bonsoir. C'est assez inédit. Ce soir, droite et gauche vont se retrouver sur la même estrade, unis lors d'un meeting contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Droite et gauche ont raison de s'inquiéter, de dénoncer le projet de l'exécutif ? Gauche, oui, j'ai compris. Droite, je ne suis pas sûr que ce soit toute la droite, une partie de la droite. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, au fond. C'est quand on voit effectivement qu'un certain nombre de personnalités de droite qui ont défendu, du reste, tous les projets qui avaient été portés par les gouvernements précédents, notamment en ce qui concerne la privatisation, puisqu'il s'agit de la privatisation d'Aéroports de Paris. C'est vrai que cet arc électrique, par exemple, entre M. Mélenchon et des leaders de droite, a créé beaucoup de confusion, je crois, dans les esprits. En ce qui me concerne, vous le savez, je pense que Aéroports de Paris, qui est une grande société, une société qui est internationale, qui est mondiale, même j'allais dire, on le sait peut-être pas assez, mais Aéroports de Paris gère aujourd'hui 26 aéroports dans le monde, dont 23 à l'étranger, qui ont été privatisés. Et c'est vrai que pour donner cette capacité à Aéroports de Paris d'aller encore plus loin, au fond, ce qu'on incite à Aéroports de Paris de faire, et notamment à son conseil d'administration, c'est-à-dire de se porter candidat partout, dans tous les pays du monde, dans toutes les capitales, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en Turquie, que ce soit au Chili, et partout de se porter candidat, eh bien, il faut peut-être aussi qu'on le fasse nous-mêmes. Mais qu'est-ce que vous répondez, Thierry Breton, aux inquiétudes et à ceux qui citent par exemple le précédent des autoroutes? Ça revient souvent, qui ont été vendus environ 10 milliards d'euros en dessous de leur prix de marché, qui rapportent chaque année 4 à 5 milliards. Non, mais les questions, aux actionnaires. Les questions sont évidemment légitimes. Et derrière cette question, il y a aussi le fait que dans une plateforme aéroportuaire internationale, comme l'aéroport de Paris, notamment on pense à l'aéroport Charles de Gaulle ou à Orly, on exerce évidemment des fonctions régaliennes de très grande importance. Il est hors de question qu'elles soient remises en cause. Il y a désormais des cahiers des charges extrêmement fermes, extrêmement précis. Des garanties très précises. L'État ne vend pas, comme on dit, ses bijoux de famille. Comme dans tous les pays du monde, on ne vend pas les bijoux de famille. Il s'agit tout simplement d'accompagner cette modernité. Vous savez, il faut de plus en plus de spécialités. Bien sûr, il y a les spécialités, je dirais, traditionnelles, que tout le monde a à l'esprit, que ce soit les agents de piste, que ce soit la logistique, que ce soit évidemment tout ce qu'on appelle, pardon, cet anglicisme, le merchandising. Mais il y a aussi de plus en plus de technologies, d'intelligence artificielle, de reconnaissance faciale. Il faut des équipes de plus en plus polyvalentes, extrêmement compétentes, internationales. À vous entendre, cette privatisation va dans le sens de l'histoire. C'est évident. Mais alors, les questions sont légitimes, il faut les entendre. Ce qui est une bonne chose, c'est que l'État s'est donné les moyens de prendre le temps, de mettre en place enfin, et ça c'est quelque chose qu'on appelait de nos voeux depuis longtemps, une véritable autorité de régulation indépendante, qui va tous les ans veiller à ce que les concessionnaires exercent l'intégralité de leur mandat, conformément au cahier des charges. Donc non, il n'y a pas de question. Il y a effectivement un sujet qui est un sujet, je crois, dont l'aspect politicien n'échappe à personne. Je pense qu'il a coûté cher dans les urnes du reste. Plus largement, pour la première fois de son histoire, et vous allez nous expliquer si c'est une bonne nouvelle, le taux d'emprunt à 10 ans de la France est passé sous la barre de 0%. Ça veut dire, j'explique rapidement, que tous ceux qui prêtent de l'argent à l'État français sont prêts à lui faire un crédit gratuit. Pour certains, c'est une très bonne nouvelle, pour d'autres, c'est une aberration. Alors, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent emprunter, évidemment. C'est j'ai pas peur de le dire, je crois que c'est une incongruité économique. C'est la première fois qu'on voit ça dans notre histoire économique. Et je pense qu'il faut le mettre en relation avec d'abord la crise que nous avons connue en 2008-2009. Crise, encore une fois, du surendettement, vous vous en souvenez, notamment du surendettement des ménages américains, mais pas que, bien entendu, et toutes les banques, tout ce qui s'en est suivi. On a dû, à ce moment-là, pour faire face à cette crise, s'endetter encore plus. Et dans les cas, l'histoire nous apprend, l'histoire économique, que vous avez deux façons de rembourser ensuite ces dettes. Soit l'hyperinflation, c'est pas là, soit de faire en sorte qu'on reprend l'argent de l'épargnant en lui empruntant et en faisant que ça coûte plus cher que s'il le gardait. C'est loin d'être une bonne nouvelle. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc attention, on est en train aussi de payer de cette façon le coût de cette crise. Et puis j'ajoute que au-delà de l'effet d'image, effectivement, on a l'impression qu'on peut emprunter à zéro, que donc il faut se précipiter sur cet effet d'aubaine. Et en particulier, on remet ça en relation avec
la France, dont je rappelle qu'elle est maintenant pratiquement à 100% d'endettement par rapport au PIB, avec plus de 2300 milliards de dettes. On est l'un des pays les plus endettés d'Europe. Et au fond, j'entends beaucoup les uns et les autres dire, pas tous heureusement, mais cette aberration des 3%, c'est du dogmatisme, 3% c'est rien. Alors je rappelle uniquement que 3% de déficit du budget de l'État, c'est quand même 75 milliards Vous tirez par la an. sonnette d'alarme. On sait que c'est votre sujet de prédilection. 75 milliards par an qu'on fait payer aux générations. Et même si on s'endette à zéro, et la durée de maturité de ces endettements, c'est 5 à 8 ans. Dans 5 ans, ou dans 8 ans, il faudra rembourser. Thierry Breton, attention, ça ne veut pas dire que les vannes de la dépense publique sont grandes ouvertes et qu'on va pouvoir continuer à s'endetter comme ça. Non, ça ne veut pas le dire, mais j'entends beaucoup de personnes qui le disent et je crois que c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Je rappelle encore une fois qu'un budget en déficit de 3%, l'impôt des Français, la totalité de l'impôt sur le revenu des Français, c'est 70 milliards. Quand on est à 3%, on a 70 milliards de déficit, c'est-à-dire qu'on vit avec deux fois en train de vie, 2 fois l'impôt que l'on prélève par an. Voilà et on le fait payer par les générations futures, et les parlements, tous les ans, votent ça comme si c'était normal. Voilà pour le contexte français. Et aux États-Unis. Aux États-Unis, Donald Trump a mis le cap sur 2020. Le président américain compte justement sur les bons indicateurs de l'économie américaine. Votre groupe, Atos, est solidement implanté en Amérique. Il a raison, Trump, de miser sur son bilan. Le contexte économique est favorable. Le bilan, quand on regarde les chiffres bruts, évidemment, il y a un taux de chômage extrêmement faible, qui est quasiment à 3%. Il y a effectivement une croissance solide. Bon, il y a aussi, on le sait, la planche à billets qui a tourné, j'allais presque dire, au-delà du raisonnable. Donc, on le sait. Tout ça, on sait comment ça s'est fait. C'est vrai aussi que pour l'instant, on ne voit pas trop encore l'impact de la crise commerciale, des guerres économiques, des guerres commerciales dans lesquelles nous sommes. Vous entendez l'argument de Donald Trump. Le protectionnisme économique a porté ses fruits. Regardez. Ce qui a porté ses fruits, c'est évidemment le fait, là encore, d'avoir très abondamment inondé l'économie américaine par pardon cette expression un peu triviale, la planche à billets. Ça a porté ses fruits. Bon, maintenant, on commence à voir quelques signes de ralentissement aux États-Unis. Du reste, il faudra attendre et regarder ce qui se passe avec les prochains rendez-vous de la Fed. Il n'est pas impossible, du reste, que la Fed rebaisse ses taux d'intérêt, ce qui sera un signe, effectivement, de ralentissement. Ceci dit, l'économie américaine, aujourd'hui, facialement, est solide. Mais là encore, on est dans une phase... Pour le patron que vous êtes, Thierry Breton, Donald Trump a toutes ses chances. Pour le patron que je suis, si on regarde uniquement sur les critères économiques, c'est une évidence. Il y a encore 2 ans, avant la campagne, elle a été, si j'ai bien compris, annoncée hier ou ce matin. Mais aujourd'hui, c'est vrai que il est en tout cas chez les Républicains, on voit pas qui pourrait lui faire de l'ombre. Alors maintenant, les démocrates vont-ils se mettre d'accord ? On va voir. Mais en tout cas, il est quand même solidement implanté, et notamment, on le sait, dans le Middle West. C'est pas le cas sur la côte Est, c'est pas le cas sur la côte Ouest, mais le Middle West est large, et là, il est toujours solidement implanté, ce qui est un peu paradoxal, parce qu'au fond, il a un électorat qui est l'électorat middle class, qui est assez... qui bénéficie pas énormément, quand même, de tout ça, mais qui continue à le soutenir, et donc qui est toujours très attentif à son slogan Make America Great. Et votre groupe, Atos, lui, est solidement implanté aux États-Unis et ailleurs, leader mondial de la transformation digitale et leader aussi en intelligence artificielle. Mais je voudrais d'abord vous poser une question sur l'actualité. On a appris la crypto-monnaie de Facebook qui va arriver, ça sera à l'horizon 2020, tiens, comme les élections américaines. À quoi ça va servir ? Bon, alors d'abord c'est une annonce. C'est une annonce, il faut faire attention. C'est une annonce effectivement où Facebook qui quand même est vue aujourd'hui comme une entreprise de plus en plus hégémonique, hein, on l'a vu, et qui intervient du reste dans le jeu démocratique mondial. Facebook lance cette monnaie, la fameuse Libra. C'est intéressant quand vous dites que ça intervient dans le jeu démocratique, c'est-à-dire que sur la scène américaine, il y a peut-être un concurrent à Donald Trump. C'est clair, c'est exactement. Vous avez parfaitement saisi ce que je voulais dire. Au fond, à un moment où on s'interroge sur le fait de savoir s'il ne faut pas démanteler cette puissance extraordinaire, que en plus, j'allais dire, il en rajoute un peu en disant mais maintenant je vais faire ma monnaie. Je suis pas sûr que ça va plaire complètement à Donald Trump. Donc je sais pas si le timing est parfait, d'autant que voilà peut-être le véritable adversaire à venir. D'autant que beaucoup de questions se posent sur la monnaie. Vous savez, pour avoir une monnaie, la monnaie c'est la confiance. Et aujourd'hui, je suis pas sûr que tout le monde ait confiance en Facebook. Merci Thierry Breton. J'ajoute parce que Atos est leader mondial également, comme c'est un fleuron français justement de l'intelligence artificielle, et on nous dit que de nombreux chercheurs aux États-Unis et ailleurs travaillent pour que les robots se dotent du bon sens humain.
Oui, Effrayant, non? Ou formidable? Non, heureusement qu'on met le bon sens humain en avant. De là à le copier complètement, il y a encore du temps. Tout va bien. Merci Thierry Breton d'avoir été notre invité ce soir. Merci Sonia Mabrouk, il est 19h20.